Au dîner, ma sœur a eu un sourire narquois. Nous avons fait un PowerPoint. Pourquoi votre fonds en fiducie devrait nous revenir? Diapositive 3. Elle disait, de toute façon, tu n'étais pas prévu. J'ai applaudi. Belle présentation. Puis maman a accidentellement envoyé par AirDrop un mème de leur discussion secrète, sans lui. Cette nuit-là, j'ai réinitialisé mes mots de passe. Au matin, les choses semblaient différentes. Ma mère a appelé, la voix tremblante. Que se passe-t-il? Je n'ai pas répondu. J'ai juste envoyé un lien vers mon PowerPoint, comment perdre une fiducie d'1 million d'euros en 14 diapositives et un mème. Je m'appelle Léo. J'ai 28 ans. Et si vous demandez à ma famille qui je suis, ils diraient probablement quelque chose comme « Oh, c'est juste Léo. Il est dans les parages. » Pas l'enfant chéri. Pas le fauteur de troubles, juste le bouche-trou. Ma sœur aînée, Chloé, est l'enfant chéri. Elle l'a toujours été. Que d'excellentes notes. Elle avait des ballons et un gâteau. On me disait de travailler plus dur. Elle a accidenté la voiture de papa à 17 ans. Les accidents, ça arrive. J'ai économisé pour ma propre Peugeot cabossée. Ne prends pas la grosse tête. Je me suis dit pendant des années que cela n'avait pas d'importance, qu'être invisible était plus facile que d'être toujours sous les feux des projecteurs. J'ai fait profil bas, j'ai traversé l'université grâce à des bourses et des petits boulots, et je me suis construit une vie tranquille. Je paie mes factures à temps. Je loue un petit appartement. Rien de tape à accent grave l'œil. Personne n'applaudit pour ça. Mais personne ne remarque si vous échouez non plus. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Mais peu importe mon âge, je finis toujours par me retrouver à la table de mes parents quelques fois par an. Une partie de moi espère encore que les choses seront différentes. Que peut-être cette fois, quelqu'un me demandera comment je vais et écoutera vraiment. C'est ainsi que je me suis retrouvé à un dîner de famille samedi dernier. La même longue table en bois, les mêmes assiettes lourdes que maman ne sort que lorsque Chloé est à la maison. Elle est arrivée en retard avec son fiancé, Julien, exhibant sa bague comme si elle faisait une présentation dans un salon de la bijouterie. Tout le monde s'est levé pour l'embrasser. Papa lui a fait un baiser sur la joue. Maman a essuyé de fausses larmes. Moi? J'étais déjà assis. Personne n'a même remarqué. Nous avons mangé dans l'ordre habituel, maman faisant l'éloge de la nouvelle promotion de Chloé au cabinet d'avocat, papa se vantant de la façon dont Julien s'intègre parfaitement à la famille, Julien gloussant comme s'il avait gagné un prix. J'ai essayé de couper mon poulet trop cuit en silence, prétendant ne pas exister. Puis Chloé s'est éclairci la gorge. Fort, théâtral. Elle a jeté un regard à Julien, qui a souri, puis s'est levé et a attrapé la télécommande de la télévision. En fait, nous avons préparé quelque chose, dit-elle en me souriant narquoisement. Une présentation. Julien a connecté son ordinateur portable à la télévision. Un PowerPoint est apparu. Diapositive 1, pourquoi le fonds en fiducie de Léo devrait nous revenir? Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. La diapositive 2 était une photo d'eux en vacances en Grèce. Nous sommes responsables. Nous ferions un meilleur usage de l'argent. Diapositive 3, un fond blanc avec du texte noir, de toute façon, tu n'étais pas prévu. Des rires. Nerveux de la part de maman. Un sourire fier de la part de papa. Julien a cliqué sur la diapositive suivante comme s'il s'agissait d'un argumentaire commercial. Je n'ai pas ri. J'ai posé ma fourchette, me suis adossé à ma chaise et j'ai commencé à applaudir lentement. Belle présentation, ai-je dit. Ma voix semblait calme, même si ma poitrine brûlait. Chloé a levé les yeux au ciel. Ne sois pas si dramatique, Léo. Nous sommes juste honnêtes. Tu n'utilises même pas ce que tu as. Avant que je puisse répondre, une notification a retenti. Le téléphone de ma mère s'est allumé, et elle a paniqué une demi-seconde avant de le retourner face contre table, mais pas assez vite. J'ai vu l'aperçu sur l'écran, une erreur d'AirDrop. Un mème de leur groupe de discussion familiale. La légende disait, sans lui. Julien a gloussé à voix basse. Chloé a souri narquoisement. Papa a évité mon regard. Je suis resté assis là, silencieux, les paumes à plat sur la table. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, j'ai réinitialisé tous les mots de passe que j'avais, mon courriel, mes comptes bancaires,
même le vieil iPad auquel maman pensait encore avoir accès. Au matin, l'air de mon appartement semblait plus léger. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'être celui qui est à l'extérieur, regardant à l'intérieur. Et c'est là que mon téléphone a sonné. Le nom de maman sur l'écran. Sa voix a tremblé quand je n'ai pas répondu. Léo, que se passe-t-il? Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas expliqué. Au lieu de ça, je lui ai envoyé un lien, un fichier que j'avais créé pendant la nuit, comment perdre une fiducie d'1 million d'euros en 14 diapositives et un mème. Je suppose que je devrais revenir en arrière, car ce dîner n'était pas juste une explosion soudaine. C'était le point de rupture après des années à être traité comme le filet de sécurité de la famille, la pièce supplémentaire qu'ils n'ont jamais voulu mais qu'ils ont gardée au cas où. Chloé a été l'enfant chéri dès le premier jour. Quand elle est née, maman a dit qu'elle complétait la famille. Je l'ai entendu dire un jour à une voisine, nous n'en avions prévu qu'un seul, mais ensuite Léo est arrivé. Elle a ri comme si c'était mignon. La voisine a gloussé poliment. J'avais 8 ans, j'étais juste là. Je me souviens avoir serré plus fort ma petite voiture, souhaitant pouvoir disparaître dans le sol. Ce ton n'a jamais changé. Si Chloé voulait des cours de ballet, il trouvait l'argent. Si je voulais des crampons de football, on me disait de tondre des pelouses jusqu'à ce que je puisse me les payer. Pour les anniversaires, elle avait des voyages dans des parcs d'attractions. J'avais peut-être une chemise en solde. Quand elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, papa lui a loué une voiture. Quand je l'ai obtenu, il m'a donné sa vieille boîte à outils et a dit « Apprends à réparer tes propres affaires ». Je pensais que l'âge adulte équilibrerait peut-être les choses. Ce ne fut pas le cas. Chloé est allée à la faculté de droit, les frais de scolarité couverts par les économies familiales. J'ai travaillé à temps plein pendant mes études, jonglant avec les services dans un café et les livraisons de nuit juste pour payer les factures. Je me souviens être rentré une fois à la maison épuisé, les chaussures trempées par la pluie, pour trouver un courriel de papa. Chloé a besoin d'un petit extra pour les livres ce semestre. Peux-tu lui virer 200 €? Sois solidaire. Je l'ai fait. Non pas parce que j'en avais les moyens, mais parce que je savais que si je disais non, je n'en finirais jamais d'en entendre parler. C'est devenu la norme. Chaque petite dépense supplémentaire me retombait dessus. Quand Chloé a emménagé dans son appartement en centre-ville, devinez à qui ils ont demandé d'aider à payer la caution? Quand elle a voulu un nouvel ordinateur portable, papa m'a appelé en disant « Tu gères mieux l'argent. Aide ta sœur. Un jour, elle te rendra l'appareil. » Elle ne l'a jamais fait. Je pense que le moment le plus bas est arrivé l'année où j'ai enfin économisé pour de courtes vacances. Rien d'extravagant. Juste une semaine à la plage avec des amis. La veille de mon départ, maman a appelé. La voiture de ta sœur est en panne. La réparation coûte 600 €. Tu n'as pas ça sur ton compte? J'ai hésité. Si, mais j'ai prévu ce voyage. Les voyages sont un luxe, Léo. La famille d'abord. J'ai annulé le voyage, envoyé l'argent. Elle ne m'a même pas remercié. Elle a juste envoyé un texto, reçu. Pendant ce temps, Chloé a posté des photos de son week-end 2 jours plus tard, souriant avec ses amis, cocktail à la main, une nouvelle voiture de location derrière elle. Quand j'en ai parlé, elle a juste ri. Oh, ça? Julien a couvert la majeure partie. Détends-toi, Léo. Tu agis comme si l'argent était une question de vie ou de mort. Je n'ai pas répondu, mais ça l'était pour moi. Ça l'a toujours été. Le problème quand on est utilisé pendant des années, c'est qu'on commence à penser que c'est peut-être notre rôle. Comme si certaines familles avaient juste l'enfant chéri et la poutre de soutien. On se convainc que c'est normal. C'était moi. J'ai joué le jeu. J'ai fait des heures supplémentaires. J'ai couvert les urgences. J'ai souri pendant les dîners où papa portait un toast aux réussites de Chloé et oubliait même de mentionner que j'avais eu une promotion. Mais lentement, ça a commencé à me ronger. Je me souviens d'un soir où papa est venu à l'improviste. Je venais de rentrer du travail, encore en uniforme. L'odeur de graisse collait à mes vêtements. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il est juste entré, a jeté un coup d'œil à mon petit appartement et a dit « Tu devrais penser à déménager dans un endroit plus agréable. C'est gênant quand Chloé vient te voir. » J'ai cligné des yeux. Gênant pour qui? Pour la famille. Tu as presque 30 ans.
Vie comme telle, je voulais crier, mais à la place, j'ai hoché la tête et dit, bien sûr, parce que c'est ce que je faisais toujours. Les demandes n'ont fait que croître. La fête de fiançailles de Chloé, on m'a demandé de payer le photographe. Maman l'a présenté ainsi, tu es doué avec les appareils photo, Léo, n'est-ce pas? Fais juste le chèque et nous dirons que c'est de ta part. Participe à la célébration. C'était 1200 € de partie. Sa fête prénuptiale, j'ai payé le traiteur parce que, tu es célibataire. Tu n'as pas de responsabilité comme elle. La compte pour le lieu du mariage, papa m'a appelé à minuit, chuchotant comme si c'était une urgence nationale. Mon fils, si tu aimes ta sœur, tu dois prendre tes responsabilités. J'ai puisé dans mes économies. Chaque fois, je me disais que c'était la dernière, mais ça ne l'était jamais. Puis le fonds en fiducie a été mentionné. Ce n'était pas quelque chose auquel je pensais beaucoup. Mon grand-père, décédé quand j'étais adolescent, m'avait laissé de l'argent. Un fonds pour l'université, techniquement, mais comme j'ai travaillé pendant mes études, la majeure partie est restée intacte. Il a été transféré dans une fiducie à mon nom. Je ne m'en vantais pas. J'en parlais à peine. Je me disais que c'était juste là. Une sécurité pour l'avenir. Apparemment, ma famille ne voyait pas les choses de cette façon. Un dimanche après le dîner, papa m'a pris à part dans la cuisine. Sa voix était calme. Trop calme. Tu sais, mon fils, Chloé et Julien pensent à acheter une maison. Une première maison. Bon quartier. Mais tu sais à quel point les choses sont chères en ce moment. Je suis resté silencieux. Je savais ce qui allait arriver. Il a posé une main sur mon épaule. Tu as cette fiducie qui ne sert à rien. L'argent ne signifie rien s'il n'est pas utilisé pour la famille. J'ai secoué la tête lentement. C'est à moi. Grand-père me l'a laissé. La mâchoire de papa s'est crispée. Il l'a laissé pour la famille. Tu n'es que le bouche-trou. Sois raisonnable. Le mot « bouche-trou » est resté dans ma tête comme un couteau. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'aides occasionnelles. Il planifiait, coordonnait. Il ne voulait plus seulement un morceau de moi. Il voulait tout. Au moment où le PowerPoint est apparu au dîner, je n'aurais pas dû être surpris. Ils y avaient mené pendant des années. Les commentaires désobligeants, les appels manipulateurs, les culpabilisations déguisées en loyauté familiale. Mais voir cela en noir sur blanc sur un écran, avec Chloé souriant narquoisement comme si mon existence était un inconvénient pour ses projets de vie, cela a déclenché quelque chose en moi que je ne savais pas que j'avais. Et quand maman a accidentellement envoyé par airdrop ce mème, sans lui, j'ai compris la vérité. Il ne me voyait pas seulement comme invisible. Il me voyait comme sacrifiable. C'est là que quelque chose en moi a cessé de se briser et a commencé à durcir. Parce que je savais enfin, si je ne traçais pas de limite, il me saignerait à blanc jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le mariage de Chloé était censé être le grand événement de l'année. Du moins, c'est ainsi que maman et papa l'ont décrit pendant des mois. Chaque appel téléphonique, chaque texto, chaque dîner se transformait en compte à rebours. Le jour venu, je me sentais déjà épuisé. J'avais contribué plus que je ne pouvais l'admettre, le photographe, le traiteur, même une partie de la robe. Mes économies ressemblaient à une zone de guerre, mais je me suis dit que j'allais simplement traverser ça tranquillement. Sourire pour les photos, serrer des mains, rentrer à la maison. Le lieu était la salle de bal d'un domaine, orné de lustres et de fleurs qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Chloé flottait comme une reine, Julien collé à ses côtés, maman s'éventant comme si elle avait épousé un membre de la royauté. J'ai essayé de me fondre dans la masse. J'ai pris un verre, je me suis assis au bord de la salle et je les ai regardés rire avec les invités. Personne ne m'a regardé. Puis le dîner a commencé. De longues tables blanches, des verres qui tintent, du champagne qui coule à flot. Papa s'est levé pour faire un discours, souriant si largement que j'ai cru que son visage allait se fendre. Ma fille, dit-il en levant son verre vers Chloé, est la fierté de cette famille. Elle a travaillé si dur, et ce soir nous célébrons non seulement son mariage, mais aussi son avenir. Les invités ont applaudi. Chloé rayonnait. Julien l'a embrassée sur la joue. Puis papa s'est tourné. Son sourire s'est estompé pour devenir quelque chose de plus acéré. Bien sûr, les familles sont compliquées. Certains membres, il a fait une pause, les yeux fixés sur moi,
doivent apprendre ce que signifie soutenir les autres au lieu de soi-même. Une vague a parcouru les tables. Les gens se sont agités mal à l'aise. Je me suis figé, le verre à mi-chemin de mes lèvres. Chloé s'est levée en lissant sa robe. En fait, papa, je vais prendre la relève. Elle a fait signe à Julien. Il a sorti un ordinateur portable. Mon estomac s'est noué. Pas encore. Le projecteur a illuminé le mur. Diapositive 1. Pourquoi Léo devrait faire ce qui est juste? Des halètements. Des rires nerveux. Quelques parents ont chuchoté. Chloé a souri narquoisement. Nous avons pensé que ce serait plus simple pour tout le monde. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais Léo a un fonds en fiducie. Un gros. Et honnêtement, il n'en a pas besoin. Nous si. Nous fondons une famille, nous construisons un avenir. C'est logique. Diapositive 2, des photos de la maison de leurs rêves. Diapositive 3, Léo n'était pas prévu. La salle est devenue complètement silencieuse. Même le disque jockey a arrêté la musique de fond. Je me suis levé lentement. Ma chaise a raclé bruyamment sur le sol. Ma poitrine était serrée, mais ma voix est sortie stable. Arrêtez ça. Chloé a ri nerveusement. Oh, allez, Léo. Ne sois pas si. J'ai dit, arrêtez ça. Julien a croisé les bras. Détends-toi, mec. On ne fait que présenter nos arguments. J'ai regardé autour de moi. Les visages des parents, des amis de la famille, même des collègues de mes parents me fixaient, certains choqués, d'autres souriant narquoisement comme si c'était un spectacle gratuit. Et puis j'ai parlé, plus fort que je ne me l'étais jamais permis. Vous m'avez utilisé pendant des années. Chaque facture, chaque soi-disant urgence, chaque culpabilisation. J'ai payé pour ce mariage. J'ai payé pour vos fêtes. J'ai annulé des vacances. J'ai envoyé de l'argent que je n'avais pas. Et pourtant, ce n'était jamais assez. Chloé a levé les yeux au ciel. Tu es dramatique. J'ai fait un pas en avant. Non, je suis clair. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Vous n'aurez pas un euro de plus. Pas de moi. Pas du fonds en fiducie de grand-père. Rien. La salle a bourdonné. Quelqu'un a toussé. Ma tante a marmonné, bien fait pour lui, à voix basse. Maman s'est levée, le visage pâle, mais la voix tranchante. Léo, assieds-toi. Ne gâche pas la soirée de ta sœur. Je me suis tourné vers elle. Elle a gâché la mienne tous les jours pendant 28 ans. Ce soir, j'en ai fini. Julien a ricané. Tu te crois la victime ici? Grandis un peu, mec. Sois un frère. J'ai ri. Court, amer. Un frère? Tu étais dans mon salon à demander de l'argent sans sourciller. Tu as fait un PowerPoint pour expliquer pourquoi mon existence n'était pas prévue. Ce n'est pas une famille. Ce sont des profiteurs. De nouveaux halètements. Le visage de Chloé est devenu rouge. Comment oses-tu? Comment osez-vous, ai-je lancé. Je ne suis pas votre plan de secours. Je ne suis pas votre banque. Je ne suis pas votre bouche-trou. Je suis Léo, et j'en ai fini d'être effacé. Le silence était écrasant. On pouvait entendre des couverts teinter nerveusement contre les assiettes. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai fait défiler et j'ai appuyé sur un fichier. Le projecteur a vacillé. Mes diapositives sont apparues, comment perdre une fiducie d'1 million d'euros en 14 diapositives et un mème. Des rires ont éclaté. Vifs, gênés, mais réels. J'ai cliqué rapidement, capture d'écran de texto exigeant de l'argent, virement bancaire, message de culpabilisation de maman, même le même envoyé par AirDrop, sans lui. Les visages dans la foule se sont tordus. Certains invités chuchotaient, d'autres évitaient le contact visuel. Maman a eu le souffle coupé. La mâchoire de papa s'est crispée. La bouche de Chloé était grande ouverte. Julien a marmonné, quoi? J'ai fermé l'ordinateur portable. Le spectacle est terminé. Pour la première fois de ma vie, j'ai quitté cette table sans me retourner, et personne ne m'a arrêté. Le matin après le mariage, mon téléphone s'est allumé comme une machine à sous. 23 appels manqués, 17 messages vocaux, 44 textos. À midi,
le nombre avait doublé. Le groupe de discussion familiale, habituellement silencieux sauf si Chloé postait des égoportraits, était soudainement en pleine effervescence. Ma mère, Léo, tu es allé trop loin. Appelle-nous maintenant. Mon père, nous devons parler comme des adultes. Tu nous as embarrassés. Chloé, tu m'as embarrassé le jour de MON mariage. Tu es dégoûtant. Julien m'a envoyé une série de points d'interrogation suivis de « Les avocats vont te dévorer tout cru, mon pote. Ne joue pas à ça. » J'ai mis la discussion en sourdine. Le soir, des messages vocaux arrivaient de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ma tante Sylvie, Léo, chérie, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu ne devrais pas laver ton linge sale en public. Excuse-toi et arrange ça. Mon oncle Didier, ta mère est dévastée. Elle pleure sans arrêt. Tu lui as brisé le cœur. C'est ce que tu voulais. Je n'ai pas répondu. Le deuxième jour, le ton des appels a changé. La voix de maman tremblait dans un message vocal. Tu ne comprends pas, Léo. Les gens parlent. Tout le monde a vu ce que tu as fait. Veux-tu détruire cette famille? Le message de papa était plus froid. Cette fiducie n'est pas vraiment à toi. Elle appartient à cette famille. Nous l'obtiendrons d'une manière ou d'une autre. Cette nuit-là, quelqu'un a sonné à mon interphone sans arrêt. Quand j'ai vérifié la caméra, papa était dehors, les bras croisés, maman derrière lui serrant son sac à main comme si c'était des funérailles. Léo, ouvre la porte, a hurlé la voix de papa. Je n'ai pas bougé. Il a crié à nouveau. Tu crois que tu peux nous exclure? Nous t'avons tout donné. J'ai ri. Tout. J'ai pensé à chaque service que j'ai fait, chaque facture que j'ai payée, chaque voyage que j'ai annulé pour que Chloé puisse en profiter. La voix de maman s'est brisée. S'il te plaît, Léo, ne nous fais pas ça. À elle. J'ai éteint l'interphone. Troisième jour, Chloé a commencé à publier en ligne. Des stories Instagram d'elle en train de pleurer dans sa robe de mariée avec des légendes comme « Certaines personnes ne supportent pas de vous voir heureux ». Julien a ajouté des citations vagues sur les membres de famille toxiques et la jalousie. Les amis ont inondé les commentaires de sympathie. Pendant ce temps, ma boîte de réception se remplissait de liens de cousins et de collègues me transmettant les publications. Certains me soutenaient, d'autres me jugeaient. Je suis resté silencieux. Ce silence les a rendus fous. Le 4e jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai décroché. C'était Chloé. Sa voix était froide comme l'acier. Tu crois que tu as gagné hier soir? Ce n'est pas le cas. Tu t'es ridiculisé. Tout le monde pense que tu es instable. Tant mieux, ai-je dit. Alors ils me laisseront tranquille. Tu es sans espoir, a-t-elle craché. La fiducie de grand-père aurait dû me revenir. Tout le monde le sait. J'ai presque souri. Si c'est vrai, pourquoi me supplies-tu au téléphone? Elle est restée silencieuse un instant, puis a sifflé, tu verras les conséquences. Clic au 5e jour, le masque était tombé. Mon père a laissé un message vocal qui ressemblait à une menace. Si tu ne nous cèdes pas le contrôle de cette fiducie, nous te traînerons en justice. Ne pense pas que nous ne le ferons pas, 10 minutes plus tard, ma mère en a envoyé un plus doux. Léo, mon bébé, tu ne comprends pas. Nous essayons juste de protéger Chloé. Elle le mérite. Elle a travaillé si dur. Ne gâche pas son avenir par méchanceté. Méchanceté? C'est comme ça qu'ils appelaient ça. J'ai regardé le téléphone dans ma main. Mon appartement était calme, paisible. Le contraste était presque drôle. Cette nuit-là, j'ai bloqué tous les numéros auxquels je pouvais penser. J'ai supprimé la discussion familiale. J'ai même dit au gérant de mon immeuble de ne laisser monter personne sans ma permission. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Mais la liberté n'est pas silencieuse. La liberté laisse des échos. Parce qu'au 7e jour, leur ton a de nouveau changé. Désespéré. Un texto de maman s'est glissé via un nouveau numéro, tu nous manques. S'il te plaît, parlons. Ne nous exclus pas pour toujours. Un message vocal de papa, Chloé n'arrête pas de pleurer. Julien est furieux. Tu as déchiré cette famille. Veux-tu être responsable de ça? Et puis le moment le plus surréaliste de tous, un seul mème,
Une capture d'écran de leur discussion secrète m'a été envoyée accidentellement à nouveau. C'était la même image qu'avant, seulement cette fois, la légende disait, sans lui, nous ne pouvons pas gagner. C'est là que j'ai compris. Ils ne m'aimaient pas. Ils ne me détestaient pas. Ils avaient juste besoin de moi. Besoin de mon argent, de mon silence, de ma docilité. Et maintenant, ils n'avaient plus rien de tout ça. Alors j'ai versé un verre, je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé le téléphone continuer de vibrer sur le comptoir parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Pour la première fois de ma vie, j'avais toutes les cartes en main, et je n'allais pas les lâcher. Des semaines ont passé. Les appels se sont raréfiés, puis ont cessé. Les textos se sont taris dans le silence. Pour la première fois de ma vie, mon téléphone n'était pas une laisse attachée à leurs exigences. Je pensais que c'était peut-être la fin, qu'ils abandonneraient. Mais ma famille ne lâche jamais prise sans une dernière performance. Elle est venue un dimanche. J'étais dans mon appartement en train de cuisiner pour moi-même quand on a frappé à ma porte. Pas les coups forts de papa, un rythme plus doux. Hésitant. Quand j'ai regardé par le Judas, c'était maman, seule. J'ai ouvert la porte à moitié. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir. Sa voix était prudente. Léo, pouvons-nous parler? J'ai croisé les bras. Tu as 2 minutes. Elle est entrée comme si elle était chez elle, balayant mon salon du regard. Nous avons tous fait des erreurs. Des choses ont été dites sous le coup de la colère, mais la famille pardonne. J'ai ri une fois. La famille ne fait pas de PowerPoint pour s'effacer les uns les autres. Son visage s'est crispé. Chloé était émotive. Tu l'as embarrassée devant tout le monde. Mais c'est ta sœur. Elle t'aime. J'ai secoué la tête lentement. Elle aime mon argent. La voix de maman s'est brisée. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle elle se trouve. Elle construit sa vie, Léo. Elle mérite de l'aide. Ce mot encore. Mérite. Je me suis penché plus près. Et qu'est-ce que je mérite, maman? Une enfance où j'étais une erreur? Des anniversaires sans gâteau? Des vacances annulées pour qu'elle puisse sourire sur Instagram? Une vie à être effacée pour qu'elle puisse briller? Elle n'a rien dit. J'ai continué. Vous m'avez traité comme un distributeur de billets sur pattes. Mais c'est fini. Cette fiducie reste avec moi. Ma vie reste avec moi. Et vous? Vous restez en dehors. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors c'est tout? Tu nous coupes les ponts? J'ai pris une profonde inspiration. Calme. Stable. Finale. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Je ne suis pas votre plan de secours. Je ne suis pas votre bouche-trou. Je ne suis pas votre banque. Je suis Léo, et je ne vous laisserai plus jamais rien me prendre. Pendant un instant, elle m'a juste regardé. Puis elle a chuchoté, Chloé ne te le pardonnera jamais. J'ai ouvert la porte en grand. Tant mieux. Ça veut dire que j'aurai enfin la paix. Elle est partie sans un mot de plus. Cette nuit-là, je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un court courriel au groupe de discussion familiale. Un dernier message. Sujet, point final corps du message, c'est terminé. N'appelez pas. N'envoyez pas de texto. Ne frappez pas à ma porte. Vous avez voulu mon silence pendant des années. Maintenant, vous l'avez. Je ne serai plus effacé, mais vous êtes effacé de ma vie. Au revoir. J'ai cliqué sur envoyer. J'ai bloqué tous les contacts. J'ai supprimé la conversation. L'écran est devenu noir. Mon appartement était calme, paisible. Pour la première fois en 28 ans, je me sentais libre. Et en me couchant cette nuit-là, je me suis fait une dernière promesse, je n'échangerai plus jamais ma tranquillité contre leur chaos.